D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Nous voici dans la campagne d'Azila, dans l'atelier de Younes El Kharaz, au milieu d'un très beau jardin, un atelier qui a un superbe volume. C'est très très beau, très agréable. Younes El Kharaz qui présente des œuvres dans la prochaine exposition de Galerie Kent Azurium en compagnie de Moadi Bari et Nargis El Joubari. Exposition qui aura lieu du 5 au 21 juin 2025. Younes El Kharaz, une figure d'Azila, proche de l'ancien maire d'Azila qui avait façonné l'identité de la ville. Younes El Kharaz a grandi avec le Moussem d'Azila, qui est la meilleure éducation que l'on peut avoir en matière de l'art. Younes El Kharaz a aussi été directeur des arts pour ce Moussem pendant une quinzaine d'années au début des années 2000. Né en 1966, il a fait l'école des beaux-arts de Tétouan, puis dès 1988, celle d'Angoulême. Il a été aussi l'un des invités résidant à la Cité des Arts de Paris en 1999. Depuis 40 ans, c'est-à-dire le début des années 80, car j'ai connu Younes, c'était encore un jeune homme, mais maintenant nous sommes des hommes mûrs. Depuis 40 ans, il a été défendu par les galeries Chartres, Loft, Alif Ba à Casablanca, et on l'a vu à Tanger à la Galerie de la Croix pour une exposition importante, mais aussi à Amsterdam, à Paris bien sûr, à Berne ou à San Sebastian. Il a été présent dans des expositions collectives encore, notamment à Babrouha, à Rabat, à la Villa des Arts, à l'Institut du Monde Arabe de Paris, et bien sûr une pléthore d'expositions à Azila, que ce soit au centre Hassan II des Arts ou à Planos ou dans d'autres espaces de la ville. Younes El Kharaz, qu'est-ce que tu veux montrer dans l'exposition Azurium ? Ce que je vais montrer, c'est que, bien sûr, c'est la continuité de mon travail. C'est une station, un arrêt d'un travail que je vais montrer qui a une relation avec le thème de l'exposition qui s'appelle Azurium. Azurium, on y a 3 exposés dans cette exposition. Moadi Jbari, Nargis Jbari et moi-même. L'exposition parle sur la Méditerranée. La Méditerranée, qu'on peut dire, c'est une mer proche c'est une mer qui nous réunit entre le côté méditerranéen, côté Afrique, nord de l'Afrique, et le côté sud de l'Europe. Il y a une couleur qui nous réunit, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent, la gastronomie, les épices, ainsi de suite. Il y a des coutumes, il y a une tradition, il y a une culture qui nous réunit. Dans tout ça, il y a une couleur, il y a le bleu. Et Azurium, bien sûr, c'est une explication du bleu dans le latin. Et moi, le travail que je vais montrer, c'est toujours le portrait. Pas le portrait exactement, mais on peut dire une structure mobile qui reste interprétée. Et qui reste interprétée, ça veut dire que le regardeur participe à faire le tableau. Il participe à donner un titre ou participe à discuter et à parler de ce que je fais. Le bleu existe, il prend une place très importante qui peut expliquer ce que je viens de dire, il peut expliquer d'autres choses, ça dépend de la discussion avec le monde de l'art et du regardeur. Mais on a profondément le sentiment que là, en ce moment, ton art est en train de changer, que tu tends vers une abstraction que tu n'osais pas auparavant, parce qu'il y a toujours une figure, quelle qu'elle soit, qui se cache derrière un effet d'abstraction dans tes œuvres. Et là, la figure a disparu. Il y avait toujours exactement la figure, mais c'était une figure qu'on ne voyait pas aux derniers travaux. Ça devenait à la limite de l'abstraction et de la figuration. Mais là, la figure s'éloigne encore plus. Elle s'éloigne qu'on la voit à peine. Ça veut dire, on peut la voir, mais à peine. C'est comme le début de la Lune, les premiers jours de naissance de la Lune. Alors c'est ça ce que j'essaie de montrer dans ce travail. Alors derrière ces bleus somptueux, quelle figure se cache-t-elle? Puisque moi, je n'y ai rien vu. Je ne sais même pas. Ça veut dire, il y a une figure qui est dans ma tête, mais j'arrive pas à la déchiffrer. Il est dans ma mémoire. Elle est gardée dans la mémoire, mais j'arrive pas à la déchiffrer ou voilà. C'est toujours cette question qui est posée et toujours la même réponse, j'arrive pas à répondre.
Il y a quelque chose qui se trouve dans l'inconscient ou dans le subconscient et j'arrive pas à l'expliquer. J'arrive à la déchiffrer sur le travail et voilà, quelquefois on la voit à peine, quelquefois on la voit pas. Comme ce que j'ai dit, ça veut dire comme une naissance d'une lune et avec le temps et avec lequel on arrive à voir le rang ou arrive à une partie de la lune, voilà. Mais dans tout ton travail précédent, c'est une femme. On sent qu'il y a une quête d'une figure idéale de la femme que j'ai appelée dans un texte qui a été écrit pour le catalogue une femme tirée presque d'une peinture de Sorolla, de Joachim Sorolla, une femme pleine de lumière, pleine de couleurs, pleine de vie, très élégante. Ça peut être une femme méditerranéenne ou c'est comme ce que je dis. Maintenant, il peut avoir ce nom, mais laquelle exactement, je sais pas laquelle. Il y a une femme et il y a un être, je sais pas, un être humain, ça peut être une femme, ça peut être un homme, je sais pas exactement, j'arrive pas à vraiment dire laquelle de celles que j'ai connues ou qui sont dans ma mémoire. Eh bien, nous n'arriverons pas à savoir quelle est cette femme, c'est pas grave. Tu parles de Méditerranée, mais toi, tu es un homme de l'Atlantique. Asila, c'est l'Atlantique. Asila a des inspirations grecques, hellénistiques de la Méditerranée, mais on voit que c'est vraiment une ville tournée vers l'Atlantique et qui a la minéralité de l'Atlantique. Exactement. Mais il ne faut pas s'y oublier que notre culture est plus méditerranéenne que atlantique. Il ne faut pas oublier qu'on était colonisé par les Espagnols. La plupart sont venus de l'Espagne, du sud de l'Espagne. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une immigration aussi à l'époque de l'Andalousie de 1492. On a connu plus de Méditerranéens que des gens du côté en face de nous, ça veut dire de l'Atlantique. Et ça veut dire, moi je pense que notre culture est plutôt plus méditerranéenne que la position de la ville qui est atlantique. Ça, on le sait d'abord. On le sait par la culture. Il y a cette culture qui nous réunit avec l'Espagne. Et tu vois que le nombre d'Espagnols qui se trouvaient avant à Asila ou qui se trouvent encore. La gastronomie, c'est plus espagnol, c'est plus méditerranéenne que d'autres traditions. La culture, on est plus hispanophone que francophone. Voilà, il y a une grande influence méditerranéenne sur cette ville. Et on n'est pas loin de Tanger, qui est plus international. Et en plus, on n'est pas loin de la rencontre de la Méditerranée et l'Atlantique. On est, voilà, à 10 minutes à vol d'oiseau. Je parle de la rencontre de ces deux mers, la mer et l'Atlantique. Donc Asila aussi serait une ville du Détroit. Superbe tableau d'un bleu absolument incroyable, azurium dira-t-on. Je les vois très dans une inspiration de Mohamed Kassimi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et ainsi que le geste. Je sais pas, peut-être le geste, j'ai un travail qui est très gestuel. Dans tous mes travaux, il y a le geste. Et ce geste, tu sais que je suis d'une formation d'une école des Beaux-Arts de Tétouan. C'est une école aussi espagnole. Et ma touche plutôt plus envers cette école que d'influence que l'école de Casablanca ou les peintres de Casablanca, que j'admire aussi beaucoup. Mais le bleu, bon, il y a beaucoup de peintres qui ont travaillé sur le bleu. Peut-être, tu sais, on peut pas oublier, on est tous influencés par ce qu'on voit, par ce qu'on lit, parce que nous sent ce qu'on mange. Mais ça reste, bon, c'est un nouveau travail. Ça fait longtemps que j'ai travaillé sur le bleu, j'ai travaillé beaucoup sur le bleu, et j'ai jamais montré.
Mais là, je travaille pas beaucoup. Ça veut dire à chaque fois, il y a ce manque, cette couleur je suis beaucoup plus attaché à cette couleur bleue. J'ai vécu mon enfance dans le bleu. Je suis peut-être pas à 2 pas de la mer. Les maisons qui ont été, la plupart, toutes les maisons étaient peintes par le chaud et le nila, les portes, les éliges. Ça veut dire qu'il y a une influence qui se garde dans ma mémoire depuis mon enfance. Le bleu. Le nila, est-ce qu'il y a de l'influence de Khalil Gharib dans ton travail? Parce que c'est quand même le grand maître du nila. Est-ce que le fait que vous ayez vieilli ensemble parallèlement, que vous ayez une vie en commun, parce que c'est bien ça, c'est un destin en commun, Khalil et les peintres d'Azila, est-ce que ça a pu te toucher? Bien sûr, Khalil, j'ai un grand respect pour ce monsieur, c'est un grand peintre, un grand intellectuel. C'est pas n'importe qui, en plus tu sais son histoire, comment il est, comment il gère son travail. C'est quelqu'un à part, grand respect. Et j'ai fréquenté Khalil beaucoup. Je peux dire que c'était parmi les premiers qui m'ont mis sur les rails, la peinture. C'est le premier qui m'a fait exposer. Et on parlait beaucoup, et je me rappelle de Nila. Il a travaillé pour me donner quelques exemples de travail, de simplifier le travail, ça veut dire de l'aquarelle, comme il m'a montré l'aquarelle. Il m'a montré, comme je travaillais l'aquarelle, il m'a montré comment, ça veut dire la fluidité, et le Nila, comment on peut la travailler. Et ce magnifique bleu, et oui, bien sûr, on a parlé beaucoup de ça. Tu me dis Nila, c'est comme si tu appuies sur un bouton. Je parle de Khalil Gharib tout de suite. Le reste de ta palette, parce qu'on voit dans les toiles qui ont suivi que la couleur revient, tu peux pas t'en empêcher, t'es un coloriste. Tu vas la chercher où, cette palette? C'est une palette, bon, écoute, je peux te montrer par exemple les prestations de mes profs à l'école. Toujours, ils me disaient un bon coloriste. Depuis toujours, cette palette, avec ces couleurs, toujours, j'arrive pas à m'empêcher. Là, je travaille sur le bleu, tu vois. J'ai commencé avec le bleu, et là, je finis presque avec, je fais rentrer mes couleurs, ma palette. Les touches, on dirait les pompons sur les chapeaux des Ghiblia, ça revient. Ça revient. Et je ne vais pas m'empêcher de la couleur. Je vis avec la couleur. Et je m'exprime avec la couleur. La couleur et la forme. Coloriste, certes, mais pas un peu fauve sur les bords aussi? Non, je pense pas. Je suis pas dans cette lignée de fauve. Peut-être je suis plus expressionniste que fauviste. Expressionniste, bon, j'étais peut-être influencé parce que c'est une tendance, c'est une école qui m'a beaucoup influencé. Et plus que ça, comme j'ai beaucoup vu et beaucoup cherché à voir dans ce monde des peintres expressionnistes, surtout les Allemands et les Autrichiens. Du coup, il en découle que tu es un expressionniste abstrait. Oui, peut-être abstrait, mais toujours j'étais à la limite. J'ai commencé par ce que vous voyez, mais là maintenant je suis à la limite de l'abstraction et de la figuration. Mais maintenant je me suis lancé plus dans l'abstraction. Mais je dis que c'est difficile de sortir dans les deux, de l'abstraction et de la figuration. Je reste en les gardant tous les deux. Qu'est-ce qu'a pu t'apporter la ville d'Azila? L'identité de cette ville, la culture de cette ville? La ville d'Azila, il y a la chance et le privilège peut-être d'être né dans cette ville. Et en plus, c'est grâce à cette ville que peut-être je me suis retrouvé dans ce monde de l'art. Pas oublier, une première fois que je touche à la peinture et les pinceaux et la peinture, c'était en 1978. C'est une chance d'avoir pour un enfant de... Tu avais 12 ans. J'avais 12 ans, exactement. C'était le premier festival. Alors dans cette ville, j'ai eu le privilège de rencontrer tout le monde de l'art, marocain, arabe et européen. Tous ceux qui sont passés par là. C'est une ville qui n'était pas, bon, maintenant peut-être elle est moins active comme elle a été, mais elle a été le début, c'était une révolution dans le domaine de la culture. Que ce soit dans l'art ou dans la culture en général. Les gens qui ont fréquenté cette ville, le nombre et la qualité aussi des gens, c'est magnifique. Et moi, j'avais la chance de rencontrer ces gens, et les fréquenter et de travailler avec eux. Alors, cette ville, il m'a apporté tout. Il m'a donné beaucoup dans ce domaine où je suis maintenant l'artiste peintre. Azila, c'est donc le Moussem, en fait. Le Moussem, ça a été le phare culturel, il faut le rappeler, parce que beaucoup de gens l'oublient, on oublie très vite. Ça a été le phare culturel des années de Hassan II, en fait. Tout le règne de Hassan II, le point le plus important de la visibilité de la culture, c'était le Moussem d'Azila.
Exactement, c'était, je peux dire, la plus grande manifestation culturelle qui se passait au Maroc et dans le monde arabe. Peut-être il y avait le festival de Carthage en Tunisie, Ba'labak au Liban, Jarash en Jordanie, mais à cela, c'était le phare là où il y avait la rencontre. Pourquoi? Parce que, alors, tout le monde qui était exilé de tous ces pays arabes, ils étaient les bien reçus au Maroc. De ces exilés qui vivaient en Europe, et quand je parle des exilés, je parle plus exactement des peintres ou des poètes, des intellectuels arabes, on se rencontre à ça. C'était un lieu de rencontre. C'était un lieu de rencontre plus que n'importe quel pays ou ville arabe. Et en plus, il y avait l'université latino-arabo-africain. Il y avait aussi le forum arabo-africain, dont il y avait le poète ou l'ex-président sénégalais Léopold Sédar Senghor, sans parler d'autres intellectuels et politiciens. Et Azia a joué ce jeu-là à l'époque de Hassan II, qui a facilité, subventionné pas mal de manifestations à Azila. Pas sous son patronage, mais je pense au patronage de Son Altesse Royale, notre actuel roi. Sous la bienveillance de Sa Majesté Hassan II. Bon, tu es né avec le festival, tu as grandi avec le festival, tu as travaillé avec le festival, tu as été façonné par le festival. Alors pour tous les gens qui ne connaissent pas les grandes années du festival, ça a ramené qui était là, qui venait. Moi je me souviens, il y a 30 ans, c'était au sommet, le moment où c'était le plus brillant et le plus foisonnant. On avait l'impression d'un club d'intellectuels, à la fois très fermé, parce que c'était que des gens qui se connaissaient de toute la Méditerranée pour le coup, et des États-Unis, mais en même temps très ouvert, et tout ça se faisait l'été, en chemise et sous le soleil. Il a drainé beaucoup de monde. Il a drainé, par exemple, moi je me rappelle, Mahmoud Darwish, le poète palestinien, Adonis. Après, Léopold Sédar Senghor, comment il s'appelle d'autres, par exemple, Alberto Moravia, l'écrivain italien, le cinéaste italien, Ettore Scola. Alors ça veut dire dans tout le monde de l'art, en général, je parle de la peinture, du cinéma, de la poésie, de l'écriture, et tout le monde qui est passé. Les Égyptiens sont par les Égyptiens, tous les fameux acteurs, actrices égyptiennes, ils étaient là. Les politiciens, sans en parler tous, des diplomates qui sont dans la diplomatie des mondes arabes, musulmans, ils étaient là. Et de l'Afrique aussi. Européens, Vidrine, l'ex-premier ministre, Felipe González, Zapatero, les ex-présidents de l'Amérique latine et portugais. La liste est longue. On peut regarder, mais ça s'arrête pas là, la liste. Ceux qui ont venus pour s'exprimer et parler, et ceux qui sont venus comme visiteurs ou comme vacanciers. Et tout ce monde passait par tes mains. Ils sont passés à côté ou dans mes mains. Je pense pas qu'on va refaire ou revoir la même qualité des gens qu'on a vécu. C'est vrai qu'il y avait la liberté et la tranquillité des années 80, où les gens étaient plus disponibles, où les gens étaient plus simples, et dans un point rare, c'est-à-dire que venir au Maroc, passer un mois pour un événement culturel où on va rencontrer plein d'autres artistes du monde arabe, de la Méditerranée, du monde, de poètes, d'intellectuels, beaucoup d'intellectuels, ça réfléchissait beaucoup. C'était une occasion unique, donc tout le monde venait. Tout le monde venait, c'était la simplicité de la ville. Et les gens de la ville rendent ces gens aussi plus simples. Parce que il faut parler autre chose que le festival. Il y avait un autre festival off. Vous savez ce qui s'est passé dans des lieux privés le soir, des soirées privées, mais c'était magnifique. Je me rappelle, j'ai des photos, un jour je te montrerai les photos. Là où vous voyez par exemple Etel Adnan ou Amin Maalouf assis sur un tapis, des gnawa chanter, danser. C'était des choses plus que simples. Les gens s'oublient où ils vivaient à Azila, comme le café de pêcheur, ça veut dire voilà, des chaises simples, très simples, comme ils étaient avant. Et on mangeait sans parler des petits restaurants qui étaient des restaurants espagnols. On buvait, à une liberté aussi sur les terrasses. Ça veut dire le regardeur qui passait n'était pas comme aujourd'hui. On était plus libre avant. Ça veut dire il y avait la pensée libre. Les gens étaient plus philosophes que maintenant. Et c'est tout ça qu'on retrouve dans ta peinture. Je pense. Par exemple, j'ai fait une exposition de nus à Casablanca. Jamais personne n'avait parlé. Il y avait la presse qui avait parlé, il y avait les visiteurs. Personne, tout le monde parlait de la peinture, mais pas de la nudité.
Tu fais partie, comme Mohamed Drissi, des premiers à avoir peint la nudité. Avant que moi, mais moi j'avais fait des dessins et des peintures. Voilà, il y a un dessin, une peinture qui reste à côté, en face. Mais c'est une nudité très pudique, hein. On voit pas le... C'est pas du porno. C'est le corps. Une évocation du corps. Le corps, voilà, l'excellence du corps féminin. Autre monument d'Azila que tu as côtoyé. Quand on parle avec Younes El Kharaz, on parle avec Azila. Donc, forcément, on est obligé de parler de choses d'Azila. Je suis désolé, on parle pas que de toi, mais de ta relation avec Melehi, par exemple. Melehi, c'est avec quelqu'un j'ai commencé, c'est presque un familial. Je le connais bien avant 78. D'abord, c'est un voisin, de relations familiales. Il était très ami avec un cousin avec qui ils ont commencé le festival, c'est M. Benaïssa. Et alors, mes premières rencontres, c'était avec Melehi, et à travers Melehi et M. Benaïssa, avec qui on a eu cette chance d'avoir ces relations. Est-ce que Melehi t'aura influencé dans la peinture? Je le trouve pas, mais on sait jamais. Jamais, non, il m'a pas influencé. Mais il m'a influencé sur autre chose. À moins qu'on parle d'un touchisme, tu reprends le geste de Melehi pour en faire du touchisme. Non, je pense pas, parce que Melehi est bien pensé, bien dessiné. Moi, c'est peut-être plus libre que ce que peignait Melehi. Mais Melehi, bon, j'ai appris beaucoup de choses de lui. J'ai appris le mode de vie, le peintre, comportement du peintre. Pas facile, c'est autre chose. C'est en parallèle de ce que je fais. C'est l'ami qui a été un modèle. Et c'était un ami aussi. Je l'ai fréquenté. Je travaillais beaucoup avec lui. On a organisé beaucoup de festivals ensemble et j'étais son assistant. Et après son départ des festivals, c'est moi qui avais pris la relève, qui s'occupait du domaine de l'art. Et puis à Azila, il y a aussi un autre point important, c'est à Planos. Quand Anne-Judith et Ahmed ont créé à Planos, ça a fait un pôle qui reste là toute l'année, avec un désir d'exposition, un désir de montrer un peu des choses un peu plus particulière. On vient de faire l'entretien d'Anne-Judith Van Look. Je suis très proche, j'ai exposé chez eux, aussi chez Aplados, chez Anne-Judith et Ahmed. Et moi aussi, il faut pas oublier Anne-Judith. Elle vient pas d'un vide, mais c'est une Belge qui vient d'une famille qui a vécu dans le domaine de l'art, surtout dans le domaine des surréalistes, qui a été peint par Magritte. Et elle est venue ici, elle a investi un espace d'art, une galerie, elle a fait une aventure magnifique jusqu'à maintenant. Et il y a presque maintenant 30 ans. Et c'est une aventurière, courage. Je dis merci à cette dame et à son mari Ahmed, ce qu'ils ont fait à Azila. Essaouira ressemble beaucoup à Azila. On peut faire des parallèles si on n'a pas le sens aigu du regard. Comme il existe une école de peinture d'Essaouira, un peu gnawi, un peu inspirée par l'art aborigène grâce à Frédéric Damgard, on va dire, est-ce qu'il existerait une école de peinture d'Azila, peut-être inspirée par le Moussem? Et Azila, c'est une école vaste. Quand tu vois les peintres d'Azila, chacun a une tendance. Par exemple, là, tu parles d'Essaouira, il y en a d'autres peintres, mais Damgard a formé plus les peintres naïfs que les peintres d'autres peintres. Il y avait Hussein Melody, bon, qui est seul à part. Et Azila, bon, ça veut dire il y a plusieurs écoles à Azila. Tu es sûr? Moi, je trouve qu'il y a quand même un dénominateur commun. Un dénominateur, mais là, quand je parle de mon travail en parallèle avec le travail de Nargis ou le travail de Maad, bon, il y a une couleur qui est réunie, mais le thème, la forme, c'est pas la même chose. Quand tu parles du travail de l'Anzawi ou Hakim Ghailan, c'est différent. Mais ce qui nous réunit, c'est vrai, il y a un point commun, c'est Azila. Et quand tu parles d'Azila, l'esprit des gens pense toujours, il y a une école à Azila. Voilà. Mais c'est pas seulement un lieu physique, c'est pas seulement un espace, c'est aussi une mentalité, une culture. Exactement, une mentalité, une culture. Alors c'est pour cela que je dis que bon, il y a une influence de ce qui s'est passé à Azila et surtout du festival d'Azila. Il y a une grande influence de ce festival sur la mentalité des intellectuels ou des peintres d'Azila. Alors peut-être que le dénominateur commun serait comme d'ailleurs à Essaouira, un tout petit port au bord de la mer, au bord de l'Atlantique, et d'un seul coup on voit une foison, un nombre important de jeunes artistes talentueux qui naissent, et ça c'est peut-être une exception. Une exception peut-être partout au Maroc maintenant, cette ferveur ou cette effervescence de peintres et de poètes, d'écrivains, surtout les peintres. Partout au Maroc, je vois les expositions maintenant, ce qui se passe à Casa, à Marrakech, il y a des noms, il y a un bon travail, à Tanger aussi, à Tétouan, à Azila. C'est pas un effet de mode, mais c'est un effet d'intérêt. Les gens qui s'intéressent, il y a une relève. Justement, je voulais te poser la question de ce que tu penses de la dynamique culturelle actuelle au Maroc. Il y a une belle dynamique,
Des deux niveaux. Au niveau officiel, je parle du ministère de la Culture, qui fait un grand effort. Et il y a des privés, des galeries privées, qui font un grand effort. Tu vois, par exemple, les galeries marocaines, casablancaises ou marrakechais, tu vois presque partout maintenant dans le biennale, dans les manifestations internationales, que ce soit à Paris, au Mexique, à Dubaï, ou à Arco en Espagne, ou dans d'autres pays. Ça veut dire qu'il y a une présence et une participation marocaine à 100%. Et là, c'est une grande dynamique. Ça veut dire qu'au Maroc, mais c'est pas que seule l'infrastructure qui se développe, aussi il y a une mentalité culturelle aussi qui se développe. Et ça, on la voit dans ces participations. Surtout, je parle des galeries privées. Comment ils réagissent, comment ils participent, comment ils trouvent des fonds d'argent c'est parce que c'est pas gratis. Le personnage n'a pas de cœur, c'est fort dommage, l'auteur aussi. Le froid, l'hiver, le sang, la sueur, le dur labeur qui commence la nuit. Plus le temps défile, moi je ressemble à mes semblables. Le haut du panier, la voix qui commandite du transat. C'est ma faute, si les gens disent que c'est ma faute. Ce soir le phare n'appelle plus le large. Ce soir la peine n'a même plus de larmes. Les pieds de biche entre l'entretoise et la porte. Une lame de rasoir contre la horde. Des gens m'ont trahi puis sont revenus. Je crois qu'ils sont nés bien avant la honte. Quelques aigreurs dans l'osophage. Le produit transpire dans le cellophane. Et la vie devient si volatile que le vent seul pourrait s'arracher nos âmes. Ma mère pleure des souvenirs qui ne sont plus que des souvenirs. Ma rage pleure, je m'en sors donc elle pense. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée des larmes sur les manches des chemises blanches. Si une fleur est une fleur parce qu'elle fane, un homme est un homme parce qu'il pleure et qu'il meurt. Braver la tempête sous la visière fumée du gaz. Regardez mon père ennemi dans le reflet d'une glace. Elle m'a appris à planquer mes pleurs derrière un sourire. Ma mère m'a vu mentir, mon père m'a pas vu grandir. All eyes on me. J'ai le corazon vide. All eyes on. J'ai le corazon vide. Là, tu es en train de nous dire qu'il y a un marché qui est en train de se créer entre le Younes d'il y a 30 ans que je connaissais, qui était un jeune peintre où c'était difficile de faire sa place, et maintenant, est-ce que il y a une grosse différence dans l'approche du marché de l'œuvre d'art, de la vente de l'œuvre d'art? Chaque temps est différent de l'autre, mais toujours il y a cette difficulté du début. Il y a une difficulté, bien sûr, parce que celui qui achète, il n'achète pas comme ça. Il doit faire confiance à ce peintre. Est-ce qu'il va, ça veut dire la première année, deuxième année, troisième année, est-ce que c'est la continuité? Parce qu'il y a des peintres qui ont commencé à peindre les premiers, où les gens achètent, après, qu'est-ce qu'il fait? Il a changé de métier, là. Oui, mais il y a 30 ans, on achetait beaucoup moins quand même. Il n'y avait pas de collectionneurs, il y avait pas de spéculation. Il y avait beaucoup moins. Il y avait moins de fondations, moins d'intérêt par les administrations. Les administrations achètent. Il y avait moins de construction. Maintenant, tu vois, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un appartement ou une villa, il n'y a pas une petite collection. Surtout les villas maintenant. Mais c'est presque plus maintenant qu'avant. Alors c'est pour cela, il y a beaucoup plus de la circulation. Je parle des tableaux qui se vendent, que ce soit dans les galeries ou dans les ateliers ou ailleurs, par des intermédiaires aussi. Il y a beaucoup d'intermédiaires maintenant au Maroc qui vendent. Ah, c'est les intermédiaires, dès que ça commence à gagner au milieu, ça fait bouger les choses. Ça fait beaucoup aussi bouger les choses. Par exemple, la galerie prend 50%. Bon, il y a des bonnes galeries qui font un bon travail. Et la plupart, par exemple, notre galerie de Tanger, c'est une aventurière, cette dame. Ce qu'il fait, comment il fait pour organiser cette qualité d'exposition et le nombre d'expositions dans l'année, bravo aussi. On sent que ton atelier, qui est somptueux, je le répète, est un lieu pour travailler, mais c'est aussi un lieu pour recevoir et pour montrer ton travail. On sent que tu as réfléchi ça aussi en termes de vente, justement, et de diffusion. D'abord, premier, c'était un rêve d'avoir un atelier. J'avais un grand atelier dans la Médina. C'était au palais de Raïsouni. Mais un jour, je voulais être indépendant. Et cet atelier est conçu pour être atelier. Pas pour vivre, je peux dormir, je peux vivre. Voilà, tu vois, il y a un salon, il y a recevoir et faire des petites réceptions ou un petit vernissage comme ça, montrer le travail. Mais c'est pas public. Ça veut dire que c'est ce que je reçois par rendez-vous et voilà. Bien sûr, on sent quand même que c'est un espace très privé. Dernière question, quels sont tes projets après Azurium?
Écoute, je pense après Azurium, il y a un repos, comme on l'appelle un repos de grillé. Je vais ouvrir un espace où je montre mon travail, c'est ouvert, où c'est pour le public. D'abord, bien sûr, ce rendez-vous, c'est un atelier dans la Médina d'Assila. Al-Marsam, c'est ton fameux atelier qui est très beau. Voilà, ça s'appelle Al-Marsam, c'était mon premier atelier quand j'avais 20 ans. Et là, je lui rends hommage de l'ouvrir pour les gens. C'est un espace galerie et atelier. C'est ça, c'est plutôt ta galerie personnelle ouverte au public dans la Médina d'Azila, est très bien aménagée. On voit que c'est fait pour recevoir là aussi, mais plus Pour recevoir parce que c'est plus facile là-bas. Là, tu vois, c'est la campagne, je suis à quelques kilomètres de la ville d'Assila. Là-bas, dans la Médina, c'est que les gens peuvent marcher, circuler, et peuvent voir autre chose, peuvent voir d'autres espaces d'art comme à Planos et comme d'autres. Et est-ce que ce Marsam, très élégant, hein, un espace très raffiné, tu vas l'ouvrir à d'autres artistes? Avec le temps, oui. Ben, je commence par moi-même, juste pour voir comment ça peut fonctionner, et après je vais organiser des expositions. Je sais pas, peut-être travailler avec une autre galerie qui peut, parce que tu sais, je peux pas faire ce travail. Je sais peindre, mais je suis pas commercial pour. Difficile de choisir les peintres à exposer. Je peux parler, mais tu sais, je respecte tout le monde. Oui, t'es un gentil, et puis en plus je te vois mal négocier âprement des prix. Non, c'est pas ton style. C'est pas mon style. Non, il faut quelqu'un d'autre. Je vais voir avec un galerie ou une galeriste ou quelqu'un qui peut faire ce travail. Mais ça permettra de pérenniser le lieu, de le faire vivre. Bien sûr, c'est ce que je veux. Et donner quelque chose de plus pour la ville. Ça veut dire prolonger la visite de la Médina. Il faut pas venir manger et faire la tournée de la ville et entrer dans quelques espaces parmi les espaces Al-Marsam. Dis donc, est-ce que tu envisages d'être maire, ministre de la Culture, puis ministre des Affaires étrangères? Non, pas du tout, non. Peintre. Ce dernier épisode de Détroit était consacré à l'artiste peintre d'Azila, Younes El Kharaz, qui participe à l'exposition Azurium à Galerie Kent, à Tanger, du 5 au 21 juin 2025, et qui transforme dès cet été son ancien atelier dans la Médina d'Azila en galerie d'art, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de luth extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Darnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, qui a été établie par Younes El Kharaz et Philippe Guiguet-Bologne, est formée des morceaux What a Wonderful World par The Ramones, Holm par Hemel, La Pluie de SCH, et Kali Kali Zulfan Ke Fandena de Nusrat Fateh Ali Khan. Les 4 morceaux y ont été gentiment empruntés à leurs ayants droit. छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत
जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले